Avez-vous déjà ressenti cette injustice absolue? Vous passez des heures entières enfermés dans votre chambre, courbés sur votre bureau, à lire et relire vos cours jusqu'à ce que vos yeux vous brûlent. Vous sacrifiez vos soirées, vous annulez vos sorties, vous vous donnez à 100%. Et pourtant, le jour de l'examen, vous obtenez une note tout juste moyenne. Et pendant ce temps, vous avez ce camarade de classe, vous savez de qui je parle, celui qui semble toujours détendu, qui passe ses soirées à faire la fête ou à jouer aux jeux vidéo, qui étudie à peine une petite heure par jour et qui pourtant détruit les examens en obtenant les meilleures notes de la promotion. Face à cela, la réaction naturelle est de se dire « c'est injuste, il est juste plus intelligent que moi, il a un don naturel ». Mais la réalité est bien différente. Ce n'est pas une question de talent inné ni de quotient intellectuel, c'est une question de méthode. Pendant plus de 40 ans, le docteur Marty Lobdell, un éminent psychologue et professeur d'université, a observé des milliers d'étudiants échouer et réussir. Il a consacré sa carrière à répondre à une seule question obsédante. Comment peut-on étudier moins tout en apprenant beaucoup plus? Ce qu'il a découvert détruit absolument tout ce que l'école traditionnelle nous a appris sur le travail et la concentration. La première erreur monumentale que font 99% des apprenants concerne la gestion du temps. Laissez-moi vous poser une question très simple. Lorsque vous vous asseyez pour étudier ou pour apprendre une nouvelle compétence complexe, combien de temps pensez-vous pouvoir lire de manière réellement efficace? 1 heure? 2 heures? 4 heures d'affilée en période de révision intensive? Pour connaître la véritable réponse, faites ce petit test lors de votre prochaine session. Notez l'heure exacte à laquelle vous ouvrez votre livre. Lisez et attendez le moment précis où vous réalisez que vous venez de parcourir un paragraphe entier sans en comprendre un seul prêtre mot. Ce moment précis où votre regard glisse sur les mots, mais où votre esprit est parti vagabonder ailleurs, repensant à votre repas de midi ou à une série télé. Regardez votre montre à cet instant précis. Selon les recherches approfondies menées par l'Université du Michigan, la durée moyenne de concentration maximale du cerveau humain face à une tâche intellectuelle intense est de seulement 25 minutes. 25 petites minutes. Très peu d'êtres humains sur cette planète sont capables de maintenir une attention optimale au-delà de cette demi-heure. Imaginez un graphique qui représente votre efficacité. Pendant les 20 à 30 premières minutes, la courbe est au sommet. Vous absorbez les concepts, votre mémoire de travail est affûtée, votre cerveau crée des connexions neuronales solides. Mais passé ce cap des 30 minutes, c'est la chute libre. Votre cerveau sature, un peu comme une éponge qui a absorbé trop d'eau et sur laquelle vous continuez de verser 1 litre supplémentaire. Plus rien ne rentre. L'eau coule sur les côtés et vous gaspillez votre énergie. Si vous restez assis à votre bureau pendant 4 heures sans interruption, vous avez l'illusion de travailler dur. Votre conscience est apaisée parce que vous avez souffert pendant 4 heures. Mais en réalité, vous n'avez véritablement appris que pendant la première demi-heure. Les 3 heures et demie restantes n'ont été qu'une torture psychologique inutile. Vous vous fatiguez, vous commencez à détester la matière que vous étudiez et vous associez l'apprentissage à la douleur. La solution dictée par la psychologie cognitive est d'une simplicité redoutable. Dès que vous sentez votre concentration vaciller, généralement autour de la barre des 25 minutes, vous devez impérativement vous arrêter. Coupez tout. Éloignez-vous de votre bureau et prenez une pause chronométrée de 5 minutes. Mais attention, ce n'est pas une pause pour scroller sur les réseaux sociaux, car cela continuerait de saturer votre cerveau en dopamine et en information. C'est une vraie pause de déconnexion. Levez-vous, étirez vos muscles, allez boire un grand verre d'eau, regardez par la fenêtre, faites circuler le sang dans votre corps. Lorsque vous reviendrez vous asseoir après ces 5 minutes, un miracle cognitif se produit. La courbe de votre graphique remonte presque à son niveau maximum. Votre éponge mentale a été essorée. Elle est prête à absorber de nouveau. En enchaînant ces cycles, vous pouvez accumuler plusieurs heures de concentration pure, là où l'étudiant classique s'épuise en une seule traite. Mais le secret ne s'arrête pas là. Le professeur Lobdell insiste sur un point crucial issu de la psychologie comportementale, le pouvoir de la grande récompense. Après votre dernière session de la journée, vous devez vous offrir une récompense significative, quelque chose que vous aimez profondément. Lobdell lui-même racontait qu'il étudiait intensément de 15h à 21h en utilisant ces petits cycles. Puis, il s'arrêtait net pour aller boire une bière avec ses amis au bar du campus. C'était sa récompense sacrée. En arrivant au bar,
Il croisait souvent des étudiants qui, eux, étaient là depuis 15 heures l'après-midi et qui rentraient seulement chez eux à 21 heures pour commencer à étudier. Inutile de préciser qui avait les meilleures notes à la fin du semestre. En associant une récompense forte à la fin de votre travail, vous dressez littéralement votre cerveau. Vous créez un circuit neurologique qui va l'aider à se concentrer plus vite et plus fort le lendemain, car il anticipe le plaisir final. Vous n'êtes plus l'esclave de votre travail, vous en devenez le maître stratégique. Maintenant que vous avez maîtrisé le rythme de concentration de votre cerveau, avec la règle des 25 minutes, il y a un deuxième obstacle, totalement invisible, qui sabote vos efforts au quotidien. Pour le comprendre, faisons une petite expérience de pensée. Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous après une longue journée, de ne ressentir aucune faim particulière, mais dès l'instant où vous franchissez la porte de la cuisine et que vous voyez la table à manger, votre estomac se met soudainement à gargouiller? Ou bien êtes-vous déjà entré dans une pièce spécifique et avez-vous ressenti une vague de tristesse, d'anxiété ou au contraire de joie profonde, sans aucune raison logique apparente? Ce phénomène fascinant n'a rien de magique. C'est ce que les psychologues appellent le conditionnement environnemental. Depuis le jour de votre naissance, votre cerveau est une machine conçue pour reconnaître des schémas. Il associe constamment les lieux physiques aux émotions et aux actions que vous y effectuez. Il fait cela pour économiser de l'énergie. S'il sait dans quel environnement vous vous trouvez, il peut préparer votre corps et votre esprit à ce qui va suivre, de manière totalement inconsciente. Vous ne pouvez pas contrôler ce mécanisme par la simple volonté. Et c'est précisément ici que 99% des étudiants commettent l'une des erreurs les plus fatales de leur scolarité. Ils étudient sur leur lit. Réfléchissez-y une seconde. Depuis que vous êtes enfant, à quoi sert un lit? À dormir, à se détendre, à relâcher la pression. Votre cerveau a enregistré cette information de manière indélébile. La fonction première d'un lit, c'est le sommeil. Donc, que se passe-t-il lorsque vous vous allongez confortablement sur vos oreillers, que vous ouvrez votre manuel de mathématiques ou d'histoire et que vous essayez de retenir des formules complexes? Vous déclenchez un conflit psychologique et biologique majeur. D'un côté, la vue de la couette et la position horizontale envoient un signal clair à votre système nerveux. Ralentis, produis de la mélatonine, prépare-toi à dormir. D'un autre côté, votre conscience crie « Réveille-toi, nous avons un examen demain, concentre-toi sur cette page ». C'est une véritable guerre d'usure. Résultat, vous perdez votre concentration en quelques minutes, vous vous sentez lourd, vos yeux se ferment. Et le pire dans tout cela, c'est que vous ruinez aussi votre sommeil. Si vous prenez l'habitude de stresser et de travailler dans votre lit, votre cerveau finira par associer le lit à l'anxiété des examens. C'est ainsi que naissent les insomnies. La règle d'or numéro 2 du professeur Lobdell est donc radicale. Vous avez besoin d'une zone d'étude strictement dédiée, un sanctuaire de la concentration. Si vous avez la chance de posséder un bureau dans une pièce séparée de votre chambre, une pièce qui ne sert qu'à travailler, utilisez-la exclusivement pour cela. Ne regardez jamais de film à ce bureau, n'y mangez pas, n'y jouez pas aux jeux vidéo. Si vous ne faites qu'étudier à cet endroit précis, après quelques semaines, la simple action de vous asseoir sur cette chaise enverra un signal électrique à votre cerveau. Il se mettra instantanément en mode apprentissage profond, sans aucun effort de volonté de votre part. Mais que faire si vous êtes étudiant, que vous vivez dans un minuscule appartement d'une seule pièce ou que vous n'avez pas d'autre choix que d'étudier dans votre chambre à coucher? Le professeur Lobdell a mis au point une astuce psychologique brillante pour contourner ce problème. C'est la technique de la lampe d'étude. Achetez un petit bureau, même très simple, et placez-le face au mur, de manière à ce que votre lit soit complètement hors de votre champ de vision lorsque vous êtes assis. Ensuite, achetez une petite lampe de bureau, une lampe spécifique que vous n'utiliserez pour absolument rien d'autre. Préparez vos affaires, asseyez-vous et allumez cette lampe. Ce clic lumineux est le signal de départ. À la seconde où la lampe est allumée, vous êtes dans votre bulle de concentration. Vous lisez, vous apprenez, vous êtes actif. Dès que vous sentez que votre esprit commence à vagabonder, généralement au bout de 25 à 30 minutes, et que vous réalisez que vous perdez le fil de votre lecture, arrêtez-vous immédiatement. Éteignez la lampe, levez-vous, quittez le bureau, allez faire votre pause de 5 minutes. Étirez-vous, marchez dans le couloir, respirez. Une fois la pause terminée, revenez, asseyez-vous et rallumez la lampe.
Cette méthode semble presque trop simple pour être vraie, et pourtant, les études cliniques ont prouvé son efficacité redoutable. Les étudiants qui ont utilisé cette technique de la lampe ont vu leurs notes augmenter d'un point entier par rapport à ceux qui étudiaient de manière chaotique. Pourquoi ? Parce que vous créez un ancrage cognitif puissant. Le halo de la lampe devient votre déclencheur de concentration, exactement comme la cloche de Pavlov faisait saliver les chiens. Avec le temps et la répétition, la concentration deviendra un réflexe conditionné. Vous ne lutterez plus pour vous y mettre, la lumière fera le travail à votre place. Maintenant que vous savez exactement comment rythmer vos sessions et dans quel environnement vous placer pour forcer votre cerveau à se concentrer, il est temps de s'attaquer au cœur même du problème, ce que vous faites réellement une fois que vous êtes assis face à vos cours. Et là encore, l'écrasante majorité des étudiants tombe dans un piège intellectuel redoutable. C'est ce que l'on appelle l'illusion de compétence. Vous prenez votre cahier, vous lisez vos notes de haut en bas, puis vous les relisez une deuxième fois, peut-être même une troisième fois. Et parce que les mots vous semblent familiers à la troisième lecture, votre cerveau vous envoie un signal trompeur. « C'est bon, je connais ça, je gère ». Mais la familiarité visuelle n'a absolument rien à voir avec la maîtrise intellectuelle. Pour briser cette illusion, le professeur Lobdell nous invite à faire une distinction absolument fondamentale. Une ligne de démarcation claire entre deux types d'informations, les faits et les concepts. Si vous ne comprenez pas la différence entre les deux, vous êtes condamné à lutter. Qu'est-ce qu'un fait ? Un fait est un élément d'information isolé, une donnée brute. Par exemple, imaginez que vous êtes en cours de psychologie. Le professeur vous dit « Sigmund Freud est le père de la psychanalyse ». Ça, c'est un fait. Vous pouvez l'écrire sur une petite fiche cartonnée, le surligner en jaune fluo, le répéter 10 fois en fermant les yeux pour le graver dans votre mémoire à court terme. Mais que se passera-t-il dans une semaine ? Vous l'oublierez très probablement. Et soyons honnêtes, à notre époque, retenir des faits purs a perdu une grande partie de sa valeur. Si vous avez un doute sur l'inventeur de la psychanalyse, il vous suffit de sortir votre téléphone et de le demander à Google. Vous aurez la réponse en une fraction de seconde. Mais qu'est-ce qu'un concept ? Le concept, c'est le sens profond caché derrière le mot. Savoir ce qu'est réellement la psychanalyse, comprendre pourquoi Freud en est arrivé à ses théories sur l'inconscient, saisir comment ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de l'esprit humain, ça, c'est un concept. Si vous ne comprenez pas le concept de l'inconscient, le mot psychanalyse n'est qu'une coquille vide, une suite de lettres sans aucune signification pour vous, que votre cerveau s'empressera d'effacer pour faire de la place. Mais si vous saisissez le concept, si vous comprenez la logique interne de la théorie, vous ne l'oublierez jamais, car elle s'intègre désormais dans votre propre vision du monde. Le cerveau humain déteste retenir des données isolées, mais il adore la logique, les connexions et les histoires. Faisons un test en direct pour vérifier si vous avez été victime de l'apprentissage par cœur. Vous êtes sûrement allé au lycée et vous avez entendu des mots très spécifiques en cours de sciences. Prenons 3 mots. Macrophage, troposphère et algorithme. Je veux que vous en choisissiez un seul dans votre tête, là, tout de suite. Maintenant, essayez de m'expliquer ce concept avec vos propres mots, à haute voix, comme si vous deviez l'enseigner à un enfant de 10 ans. En êtes-vous capable ? Vous vous souvenez peut-être vaguement qu'un macrophage est une cellule dans le sang, ou que la troposphère a un rapport avec la Terre. Ce sont des résidus de faits. Mais que fait exactement un macrophage ? Quel est son rôle vital ? Que se passe-t-il physiquement dans la troposphère ? Si vous êtes incapable de formuler une explication claire et fluide avec votre propre vocabulaire, c'est la preuve absolue que vous n'avez jamais véritablement saisi le concept. Vous avez simplement mémorisé une définition officielle pour la recracher le jour de l'examen, et votre cerveau l'a supprimée le lendemain. Étudier de manière efficace ne consiste pas à relire passivement des informations. Vous devez être brutalement actif. Vous devez triturer l'information, la décomposer, vous poser des questions constantes. Pourquoi est-ce ainsi ? Comment ça fonctionne ? Si je devais l'expliquer à ma grand-mère, quel mot simple utiliserais-je ? Bien entendu, il y a des exceptions. Parfois, la cruauté du système éducatif vous obligera à ingurgiter des informations dures, froides et dénuées de sens conceptuel. La date exacte d'une bataille historique, les noms latins et imprononçables des 206 os du corps humain ou les formules chimiques complexes. Comment faire quand il n'y a aucun concept passionnant à comprendre, mais juste une donnée brute à retenir pour valider un diplôme ?
C'est ici que le professeur Lobdell introduit l'art de la mnémotechnique. La mnémotechnique est un pont artificiel que vous construisez dans votre cerveau. Puisque l'information n'a pas de sens logique, vous allez lui en donner un, artificiellement, en utilisant des indices ou des images mentales absurdes. L'utilisation d'acronymes, c'est-à-dire former un mot facile à retenir avec les premières lettres d'une liste complexe, est la technique la plus basique. Mais il en existe des dizaines d'autres, bien plus puissantes, basées sur la visualisation spatiale ou la création d'histoires ridicules. En associant une donnée ennuyeuse à une image mentale frappante, drôle ou étrange, vous piratez littéralement votre mémoire à long terme. C'est une compétence fascinante, détaillée dans des ouvrages de référence comme « Mémoire illimitée » de Kevin Horsley. Ne perdez plus votre temps à relire des faits, comprenez les concepts avec vos propres mots et transformez les faits bruts en images mentales inoubliables. Vous avez maintenant saisi la différence fondamentale entre retenir des faits inutiles et maîtriser des concepts durables. Mais comment être absolument certain que vous avez compris un concept? Comment éviter de vous mentir à vous-même? La réponse à cette question nous amène à la 4e grande erreur des étudiants, l'isolement. La majorité d'entre nous étudions seuls, enfermés dans notre bulle, persuadés que les autres ne feront que nous distraire. Pourtant, le professeur Lobdell insiste sur un phénomène psychologique dévastateur qui s'appelle la malédiction du savoir. Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose d'évident pour vous à quelqu'un d'autre? Par exemple, comment utiliser un smartphone à une personne très âgée ou les règles d'un sport que vous pratiquez depuis 10 ans à un novice absolu. Vous expliquez les bases et la personne en face de vous regarde avec de grands yeux confus. Vous vous dites alors « Mais bon sang, c'est pourtant si simple, comment peut-il ne pas comprendre ?» Ce n'est ni de la stupidité de sa part, ni de l'arrogance de la vôtre. C'est la malédiction du savoir. Lorsque vous maîtrisez parfaitement un sujet, votre cerveau modifie littéralement sa structure pour rendre cette information fluide et naturelle. Ce faisant, il efface le souvenir des difficultés, des doutes et des confusions que vous avez vous-même traversées lors de votre apprentissage initial. Vous devenez incapable de vous remettre dans la peau de quelqu'un qui découvre le concept pour la première fois. Vous sautez des étapes logiques qui vous paraissent évidentes, mais qui sont cruciales pour un débutant. C'est exactement ce dont souffrent 90% des professeurs universitaires. Ils sont de brillants experts dans leur domaine, mais de piètres pédagogues. Ils vous expliquent la physique quantique ou la macroéconomie avec le vocabulaire et les raccourcis d'un expert, oubliant totalement à quel point ces notions sont abstraites pour un étudiant de première année. C'est la raison pour laquelle vous sortez souvent d'un cours magistral avec l'impression de n'avoir rien compris, alors que le professeur pensait avoir été limpide. Pour contrer cette malédiction, Lobdell recommande chaudement l'étude en groupe. Pourquoi? Parce que vos camarades de classe viennent tout juste de comprendre le concept. Ils ne sont pas encore victimes de la malédiction du savoir. Ils se souviennent parfaitement de l'obstacle mental qu'ils ont dû franchir il y a 10 minutes pour comprendre la théorie. Ainsi, lorsqu'un ami vous explique la leçon avec ses propres mots, avec des analogies simples et familières, tout s'éclaire soudainement. Vous vous dites « Ah, c'est ça qu'il voulait dire le prof !» Inversement, le moyen ultime de graver une information dans votre propre cerveau de manière indélébile, c'est de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Si vous rentrez chez vous et que vous parvenez à expliquer le principe des intérêts composés à vos parents ou le fonctionnement de la blockchain à votre petit frère de manière à ce qu'il le comprenne parfaitement, alors vous avez gagné. Vous avez maîtrisé le concept. L'effort de simplification extrême vous oblige à organiser vos pensées avec une clarté absolue. Et si vous n'avez personne sous la main, Lobdell est formel. Parlez à voix haute à une chaise vide. L'acte physique d'articuler et de structurer un discours vocalement mobilise des zones de votre cerveau que la simple lecture silencieuse n'atteint jamais. Ceci nous amène à la 5e et dernière erreur, la plus répandue de toutes, le surlignage. Nous l'avons tous fait. Vous achetez un manuel neuf, vous prenez votre plus beau surligneur jaune et vous commencez à colorier chaque phrase qui vous semble importante. À la fin de la page, tout est jaune. Ensuite, vous relisez ces pages colorées. Comme nous l'avons vu, votre cerveau recommet le texte. Il se dit « Ah oui, je me souviens de ça, je l'ai déjà lu ». Mais la reconnaissance visuelle n'est pas la mémorisation active. Faites le test avec un vieux magazine ou un film que vous avez déjà vu. En feuilletant les pages, vous reconnaissez les images. Mais si je ferme le magazine et que je vous demande de me décrire en détail la page suivante, vous en serez incapable. Votre cerveau vous a dupé.
Le surlignage passif et la relecture multiple donnent l'illusion du travail, mais c'est une perte de temps colossale. Vous arrivez à l'examen confiant et face à la page blanche, incapable de restituer l'information sans l'aide visuelle de votre livre, vous paniquez. L'apprentissage par cœur et la reconnaissance passive fonctionnent peut-être pour une infime minorité, mais pour la majorité des cerveaux humains, c'est la recette garantie de l'échec et de la frustration. Il vous faut une méthode active, une vraie stratégie de combat pour extraire l'information et la forcer à s'ancrer dans votre mémoire. Si le surlignage passif et la relecture infinie sont les pires ennemis de votre mémoire, quelle est donc la solution? Comment forcer votre cerveau à encoder l'information de manière définitive sans y passer des nuits entières? Le professeur Lobdell propose une méthode redoutable, un système actif en 5 étapes précises. Cette méthode transforme l'étudiant passif qui subit son cours comme une punition en un enquêteur actif qui traque l'information. Ces 5 étapes sont enquêter, questionner, lire, réciter et réviser. Commençons par la première étape, enquêter. Lorsque vous ouvrez un nouveau chapitre de votre manuel, l'erreur classique est de commencer à lire la première phrase et de continuer linéairement jusqu'à la fin. C'est comme essayer de construire un puzzle complexe en regardant chaque pièce une par une sans jamais regarder l'image globale sur la boîte. Vous devez d'abord obtenir cette vue d'ensemble. Divisez votre travail en petites sections. Parcourez rapidement les pages. Regardez les grands titres, les sous-titres, les graphiques, les mots en gras et les résumés de fin de chapitre. Votre cerveau a besoin d'une carte géographique avant de s'aventurer sur le terrain. Cette simple reconnaissance visuelle prépare vos neurones à recevoir les concepts. Deuxième étape, questionner. C'est ici que l'apprentissage devient un jeu interactif très puissant. Pendant que vous parcourez ces titres, transformez-les instantanément en questions dans votre tête. Si vous lisez un titre qui dit « Le conditionnement classique », ne le survolez pas bêtement. Arrêtez-vous une seconde et demandez-vous « Qu'est-ce que le conditionnement classique exactement ? Qui l'a inventé ? À quoi ça sert dans la vie réelle ?» En posant ces questions avant même de lire le texte, vous activez le système de recherche de votre cerveau. Vous n'êtes plus en train de lire pour le plaisir, vous lisez pour trouver une réponse précise. C'est une différence psychologique monumentale qui décuple instantanément votre niveau d'attention. Troisième étape, lire. C'est seulement maintenant que vous lisez le texte en détail. Mais attention, vous le lisez avec une mission claire. Vous cherchez activement les réponses aux questions que vous venez de vous poser à l'étape précédente. Oubliez votre surligneur jaune fluo. Prenez plutôt un stylo noir et écrivez de toutes petites notes dans la marge du livre. Résumez le paragraphe en 3 mots-clés. Traduisez la pensée de l'auteur dans votre propre langage. Plus vous interagissez physiquement et intellectuellement avec le texte, plus l'empreinte mémorielle sera profonde et ineffaçable. Quatrième étape, et c'est de loin la plus importante de tout le processus, réciter. C'est l'épreuve de vérité. Après avoir lu une section ou un concept clé, fermez le livre, détournez le regard de vos notes. Et maintenant, expliquez ce que vous venez de lire, à voix haute, en utilisant uniquement vos propres mots. Si vous êtes capable de formuler une explication claire et fluide, sans regarder la page, félicitations, vous avez véritablement appris le concept. Mais si vous bafouillez, si vous hésitez longuement, ou si vous vous dites « je l'ai sur le bout de la langue mais je n'arrive pas à l'expliquer », alors vous vous mentez à vous-même. Vous n'avez rien appris du tout. C'est une simple illusion de compétence. Rouvrez le livre et recommencez. C'est cette friction, cet effort mental intense pour extraire l'information de votre tête qui crée les connexions neuronales définitives. Enfin, la 5e étape, réviser. La révision ne consiste pas à réapprendre à zéro la veille de l'examen, mais à consolider ce qui est déjà acquis. Et cela nous amène à l'ultime secret, le pilier fondamental sans lequel toutes ces magnifiques techniques ne servent strictement à rien, le sommeil. La culture étudiante valorise souvent les nuits blanches. On se vante d'avoir bu 5 tasses de café et révisé jusqu'à l'aube avant une épreuve. C'est un suicide académique pur et simple. Le professeur Lobdell est catégorique. La fatigue détruit littéralement vos capacités cognitives et votre mémoire. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage véritable ne se fait pas pendant que vous étudiez. L'apprentissage se fait pendant que vous dormez. C'est durant les phases de sommeil profond que votre cerveau fait le tri dans les informations de la journée et les transfère de la mémoire à court terme vers le disque dur de votre mémoire à long terme.
Si vous réduisez votre temps de sommeil pour étudier 2 heures de plus, vous empêchez ce processus biologique de sauvegarde de se faire. Vous accumulez des données, mais votre cerveau les efface immédiatement. Une nuit blanche annule purement et simplement tous vos efforts de la journée. Si vous manquez de temps, il vaut 1000 fois mieux dormir 7 heures et arriver à l'examen avec un esprit vif, capable de déduire des réponses logiques, plutôt que d'étudier toute la nuit et d'arriver avec un cerveau lent et brumeux. En appliquant cette méthode globale, vous allez découvrir une nouvelle façon d'aborder la vie et les études. Vous travaillerez sur des sessions courtes et intenses de 25 minutes. Vous utiliserez un bureau dédié pour forcer votre concentration. Vous poserez des questions au texte au lieu de les subir. Vous expliquerez les concepts à voix haute. Et surtout, vous dormirez comme un champion. Le but n'a jamais été de travailler plus dur que les autres, mais de travailler beaucoup plus intelligemment. Merci d'avoir suivi cette masterclass sur l'art d'apprendre. Si ces concepts ont provoqué un déclic dans votre façon de voir les choses, prenez une seconde pour vous abonner et laissez un pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne à vous proposer encore plus de contenu de cette qualité. À très bientôt!